Bonjour, donc une vidéo pour les 4e 3 et 4e 5 et qui reprend le travail que vous aviez à faire sur la révolution industrielle donc en histoire et plus particulièrement sur la fiche qui concerne l'usine Krupp. Donc je rappelle que dans ma vidéo précédente que vous avez eue en début de semaine, donc on avait travaillé, je vous avais fait noter donc sur votre cahier le chapitre, la problématique des objectifs, et qu'on en était donc ici, la révolution industrielle à travers l'exemple de l'usine Krupp. Donc vous aviez une fiche à compléter, et c'est ça que je vous propose donc de corriger ensemble. Donc je vous ai mis le corrigé ici en rouge, je vais vous le commenter, et je vais vous expliquer un petit peu ce qui était attendu. Donc la révolution industrielle, c'est l'accélération de la production et des échanges grâce aux innovations du 19e siècle. Vous aviez la définition dans le livre à la page 82 si je ne me trompe pas, et donc je vous conseille d'ailleurs de prendre le livre sous les yeux en même temps que vous suivez cette correction. Et donc dans le livre on vous disait que la révolution industrielle c'est le processus d'accélération des activités industrielles par lequel la production industrielle dépasse la production agricole et qui permet qu'au cours du 19e siècle, eh bien, on a beaucoup plus de gens qui viennent travailler dans les usines, en ville, et donc des gens qui quittent la campagne pour venir travailler en ville, et les usines qui viennent donc de plus en plus grandes et qui deviennent des centres de concentration de la production et qui permettent donc de produire plus vite, en plus grande quantité, et c'est ça ce qu'on appelle donc la révolution industrielle. Donc vous aviez un exemple pour en arriver à ça, c'était la biographie donc d'Alfred Krupp, où on vous disait donc qu'il est né à Essen et qu'il a hérité de la petite aciérie de fabrication d'acier de son père en 1827, une aciérie qui ne compte que 7 employés quand il la reprend, mais qu'il développe grâce aux commandes de matériel de chemin de fer et à la fabrication de canons pour l'armée. Pour ne pas être dépendant de ses fournisseurs, il achète des mines de charbon et de fer, donc c'est ce qui lui permet de mener la production. Et à sa mort en 1887, ces usines emploient 45 000 salariés répartis sur plusieurs sites. Alors vous aviez comme question qui est Alfred Krupp, donc c'est un industriel allemand du 19e siècle, donc combien d'employés compte son usine en 1827 C'est une petite entreprise, un petit atelier familial qui ne compte que 7 employés en 1827 et qui produit de l'acier. Alors on y reviendra sur la question d'après, mais l'acier c'est un alliage de fer et de carbone et qui est donc produit au cours du 19e siècle et qui est un alliage très malléable et très résistant qui va jouer un rôle très important donc pendant la révolution industrielle. Que fabrique cette usine? Eh bien, il fabrique du matériel pour le chemin de fer, donc des rails ou des locomotives en acier, et également des canons pour l'armée. Donc, il a énormément de commandes au cours du 19e siècle, c'est ce qui va permettre à son entreprise de se développer. Et pour qu'elle se développe, eh bien, il va devenir indépendant quant à la source d'énergie, donc le charbon et le fer. Le charbon qui permet aux machines de tourner, c'est la source d'énergie principale au cours du 19e siècle. Pas encore inventé l'électricité. Et le fer qui va donc permettre justement de fabriquer l'acier. Il va réorganiser la production, il va organiser différemment le travail, et ça va permettre à ces usines de s'agrandir et de se moderniser, ce qui fait que, et c'est quand même un exploit, hein, en 60 ans, à sa mort en 1887, il a 45 000 salariés, il a des dizaines et des centaines d'usines, il a complètement transformé la ville d'Essen, donc en Allemagne, là où se trouve son usine. Vous vous rendez compte quand même qu'il est passé de 7 employés à 45 000 en 60 ans, c'est quand même assez impressionnant la multiplication. Je vous laisse faire le calcul, mais c'est un chiffre assez impressionnant. Alors tout ça grâce à quoi? Eh bien vous aviez ensuite derrière l'image à la suite de ce convertisseur. Donc ça c'est ce qu'on appelle le convertisseur Bessemer. Je vous avais indiqué ici que vous aviez les convertisseurs, c'est ce qu'on voit ici. Donc le convertisseur c'est ce qui permet de transformer le fer en acier. Vous aviez ici les cuves, il faut chauffer pour que donc à une certaine température on puisse faire un alliage, hein, je vais pas vous faire un cours physique. Et ensuite ici vous avez ce qu'on appelle des lingotiers, c'est-à-dire des espèces de petites cuve où on va mettre l'alliage et ça va nous donner donc de l'acier. L'intérêt étant que on peut le mettre dans la forme que l'on veut
c'est l'intérêt de l'acier. D'où la question qui était, c'est quoi le convertisseur Bessemer? Je vous demandais donc de retrouver et de définir et d'expliquer. Eh bien, le convertisseur Bessemer, d'abord ça s'appelle Bessemer parce que c'est le nom de son inventeur, Thomas Bessemer, l'anglais, qui a trouvé donc l'innovation qui a permis de transformer la fonte en acier. C'est un procédé qui est très important au cours de la révolution industrielle parce que grâce à lui, on peut fabriquer de l'acier en grande quantité et que donc, comme je disais juste avant, l'acier a la particularité d'être très malléable, on peut lui donner la forme que l'on veut, donc on l'a vu avec les lingotiers donc sur l'image d'avant, et il est très résistant, donc c'est-à-dire que quand l'acier refroidit, eh bien, on peut l'utiliser pour faire des machines solides, et je vous rappelle que Krupp, eh bien, ils sont spécialistes justement dans les machines à vapeur, donc à l'époque, le chemin de fer, donc les locomotives, les rails, donc des choses solides, les armes aussi, puisqu'on a vu qu'ils faisaient des canons pour l'armée. Donc l'acier à l'époque, c'est la matière première principale qui est utilisée dans l'industrie. Alors ça sera le cas jusqu'à la deuxième moitié du XXe siècle, hein, avant qu'on trouve d'autres alliages plus souples, plus légers également. Aujourd'hui, tout ce qui était fabriqué en acier, aujourd'hui c'est fabriqué dans des dérivés de l'aluminium par exemple. Il n'y a plus grand chose qu'on construit dans la vie quotidienne en acier, mais l'acier reste quand même utilisé en industrie pour fabriquer des grosses machines industrielles en certains domaines, mais plus dans la vie quotidienne. Donc on fabrique de moins en moins en acier, mais c'était le cas au cours du 19e siècle. Et on le voit sur la photo, les usines fabriquent à très grande échelle de cet acier au cours du 19e siècle, ce qui nécessite donc forcément des grandes unités de production pour regrouper des ouvriers et des unités de production avec un SA ouvrier en un seul lieu, et ça va donc expliquer pourquoi on change complètement la façon de produire et de vivre, puisque avant la révolution industrielle, on fabriquait des petits ateliers à la campagne, donc une production artisanale et à petite échelle, et grâce justement à ces nouveaux outils de production, eh bien, on va réunir la production dans des grandes usines, dans les villes, et on va faire venir justement des ouvriers qui vont venir travailler par dizaines, par centaines, par milliers dans ces usines, et qui vont transformer complètement le paysage, c'est ce qu'on va voir dans les questions d'après, et c'est ça la révolution industrielle. Alors vous aviez ensuite trois textes. Vous aviez donc un texte qui vous parlait des ouvriers, des gens qui travaillent donc dans les usines Krupp. Vous aviez un texte sur la ville et un texte sur les chemins de fer. Et puis vous aviez aussi cette image-là qui est assez, assez marquante. Hein. C'est une lithographie, donc c'est un dessin qui représente justement l'usine Krupp au cours du 19e siècle. Enfin, pas l'usine Krupp, plutôt la ville d'Essen remplie des usines Krupp au cours du 19e siècle. D'où les questions. On vous demandait comment le travail est réparti à l'aide du premier document. Alors, on nous dit que dans les usines, il y a plein de types d'ouvriers différents. Donc on a ce qu'on appelle une division du travail. Le travail est divisé pour le rendre plus efficace. On a des fondeurs, des forgerons, des mécaniciens, des chaudronniers. Donc chacun a sa propre activité. Donc cette division du travail, elle permet de se spécialiser dans une tâche et donc d'être plus efficace parce qu'on fait toujours la même tâche. On ne fabrique pas un produit de A à Z. On fait sa tâche et ensuite, eh bien, chacune des tâches mises bout à bout donne la production finale. Ça permet donc d'avoir un travail beaucoup plus rapide et beaucoup plus efficace. Maintenant, c'est une tâche répétitive, ça veut dire que toute sa vie, on fait exactement la même chose, ce qui pose des problèmes à la fois de fatigue physique parce que la vie dans les usines elle est compliquée, on travaille beaucoup plus qu'aujourd'hui dans des conditions beaucoup plus dangereuses, risquées, et en même temps psychologiquement c'est quand même compliqué de faire toujours la même chose toute sa vie dans les usines, d'accomplir toujours une seule et une tâche uniquement tout au long de sa vie. Mais c'était pas la question ici. Et puis il y a aussi donc des ingénieurs dans les usines, ce qui fait qu'on a une double division du travail. Hein. Il y a les ouvriers, les petites mains qui sont aux tâches les plus ingrates, les plus difficiles et les moins bien payées et les plus dangereuses. Et puis il y a les ingénieurs, les contremaîtres, les ingénieurs qui donc eux occupent une autre partie de l'usine. Et ça se retrouve, et on le voit dans les textes d'après, ça se retrouve aussi dans la ville, puisque les usines Krupp, eh bien, elles logent les ouvriers, les employés directement. Hein, on peut l'imaginer sur l'image ici. Hein. On a des usines, certes, mais on a aussi des lieux d'habitation.
Et donc, pour être plus efficace, les ouvriers ils vivaient à côté de l'usine, comme ça c'était pratique, ils étaient juste à côté pour aller travailler. Les ingénieurs, ils avaient aussi, on nous dit, des habitations, mais eux, ils étaient à l'extérieur de la ville, dans des grandes maisons avec des jardins, ce qui induit déjà des choses sur la répartition sociale du travail entre les ouvriers et les ingénieurs. Donc on a un changement complet du paysage de la ville et de l'usine à l'époque de la Révolution industrielle. On retrouve ces innovations dans le paysage. La ville d'Essen est entièrement centrée sur les usines Krupp, avec les usines, les habitations pour ouvriers, les logements pour ouvriers, la ville devient sale, polluée, on le voit sur l'image, c'est un paysage caractéristique de la révolution industrielle, très noir. C'est un symbole de réussite, parce qu'à l'époque, c'est la preuve qu'il y a du boulot, ça travaille, et que plus ça fume et plus ça veut dire qu'il y a de l'activité et que ça marche. Mais il y a évidemment des limites sociales, donc entre ceux qui travaillent dur et qui sont mal payés, puis ceux qui sont mieux payés et qui travaillent dans des tâches moins difficiles. Et puis aussi évidemment limite environnementale avec la pollution, même si à l'époque c'est pas du tout un sujet important. Que peut-on conclure sur la vie dans cette ville à cette époque? Que forcément la ville est complètement bouleversée par la révolution industrielle, tout tourne autour du travail dans l'usine. Et puis enfin, vous avez la dernière question sur les moyens de transport. Je l'évoquais avant sur les chemins de fer. On vous dit un chemin de fer étreint l'ensemble de l'usine de 150 km de voies, relie des ateliers séparés et assure les transports avec 50 locomotives et 2400 wagons. On parle aussi des bateaux qui remontent le Rhin. Eh bien, si la révolution industrielle a existé, c'est parce qu'il y a eu donc les usines, il y a eu les nouvelles machines, etc., le regroupement de la production, mais pas seulement. S'il n'y avait pas eu des moyens de transport, évidemment, il n'y aurait pas eu de révolution industrielle. C'est grâce au développement des moyens de transport, et en particulier le chemin de fer, puisque le chemin de fer a permis de relier les différents lieux de production entre eux, et il permet d'importer et d'exporter les produits. Donc la révolution industrielle a pu se répandre et donc être efficace. On a parlé au XIXe siècle d'une première mondialisation, puisque on va pouvoir échanger de plus en plus vite et de plus en plus loin. Je rappelle qu'on avait parlé de mondialisation en géographie en début d'année, quand on avait parlé des métropoles. Ça c'est la mondialisation aujourd'hui, mais elle n'est pas née ces dernières années, dès le XIXe siècle. La révolution industrielle, elle a permis cette première mondialisation, c'est-à-dire de pouvoir échanger de plus en plus vite et de plus en plus loin, grâce en particulier donc au développement du chemin de fer. Et on se rend compte, si vous prenez le livre et vous allez à la page 82, cette carte, elle est très parlante. Alors, j'ai pas mis la légende, vous l'avez dans le livre. On vous explique que ce que j'ai entouré ici en rouge, c'est le cœur de la révolution industrielle. C'est là où on a le développement des activités industrielles. Donc les différentes couleurs montrent les différentes activités. Et surtout, ce que vous voyez par rapport à ce que j'étais en train de dire sur les chemins de fer, eh bien, les lignes que vous avez en marron, ce sont les principales lignes de chemin de fer. Vous voyez qu'elles sont au cœur de la révolution industrielle. D'abord en Angleterre, puisque c'est de là que c'est parti. Et puis aussi dans le centre-ouest de l'Europe, la France, la Belgique, Pays-Bas, Allemagne. Voilà, vous voyez que ce sont ces pays-là qui ont les principales voies de chemin de fer et qui relient les sites de production. Donc la révolution industrielle, elle est liée très très profondément au développement des voies de chemin de fer à l'époque. Et si vous regardez la chronologie que vous avez à la page 83, on peut repérer la même chose que ce que je suis en train de vous dire. C'est bien les innovations techniques, à la fois les innovations dans les chemins de fer. La première locomotive, elle apparaît en 1814, et aussi les innovations au niveau industriel avec, marteau-pilon, on n'en a pas parlé, mais on a parlé du procédé d'Esmer à la production d'acier en 1855. Et bien, toutes ces innovations techniques, technologiques et dans les transports vont faire la révolution industrielle. Et donc, maintenant que vous avez pris cette correction-là sur l'exemple du truc, et bien, voilà votre travail à faire pour la prochaine fois. Et je vous mets la fiche sur Pronote. Vous allez devoir me compléter cette espèce de carte mentale, de mini-carte mentale, justement pour partir donc de l'exemple de l'usine Krupp et d'essayer de résumer ce qu'est la révolution industrielle. Donc, je vous ai mis des bulles. À chaque fois, il faut que vous complétiez. Pour avoir révolution industrielle, il faut qu'on ait des matières premières. Quelles sont ces matières premières? Il faut avoir une main-d'œuvre qui fait quoi? Quelle est sa particularité? Il faut qu'on ait des nouveautés. Vous me dire quelles nouveautés et ce que ça signifie. Quelles sont ces nouvelles T. Ensuite, vous avez une idée du
travail, à vous de me compléter ce que ça signifie. Donc du coup, des paysages qui se te, à vous de me dire, et ensuite donc on apparaît ce qu'on appelle donc une première grâce au nouveau. Et ben voilà, vous avez compris, il faut compléter là où il y a des trous, et après les deux petits points, me préciser pourquoi est-ce que, en prenant l'exemple de Krupp, eh bien, on peut définir ce qu'est la révolution industrielle au cours du 19e siècle. Je vous laisse compléter cette fiche, et pour la prochaine fois, puis la semaine prochaine, je vous mettrai la suite de ce chapitre où on essaiera de voir ensuite la révolution, les conséquences de la révolution industrielle au niveau de la société, et qu'est-ce que ça a eu donc comme répercussion, ce bouleversement économique et industriel a eu des répercussions évidemment dans la société en Europe. Donc ça sera pour la prochaine fois. Bon courage et donc à bientôt.